Concernant la suite de la sociologie de la délinquance et des statistiques, à l'introduction du commentaire du rapport de l'Observatoire national de la délinquance de 2016 que nous allons bientôt voir, nous étions restés aux sources judiciaires qui devaient distinguer les personnes mises en cause, poursuivies, et les personnes condamnées. Donc ça, je n'y reviens pas, puisqu'il y avait une grande différence sur laquelle on avait insisté. Mais, fallait-il rajouter et finir sur les enquêtes de victimation? Il est une chose que d'essayer d'appréhender les agresseurs, il en est une autre, bien sûr, d'appréhender les victimes. Quand on fait une enquête de victimation, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Vous savez, lorsqu'on a une élection présidentielle ou régionale, etc., en tout cas une élection, on fait des sondages. Donc on appelle les gens en disant, voilà, est-ce que vous voteriez pour lui, quelles sont vos affinités, etc. Et à partir de là, on s'interroge un petit peu sur la manière de jauger cela. Ben là, on peut faire exactement la même chose avec les victimes. Vous comprenez bien que les victimes risquent de répondre, alors que les agresseurs, en procédant comme ça, ne risquent pas de répondre. C'est-à-dire que vous les appelez à dire bonjour, vous êtes agresseur, vous avez commis des vols, vous avez fait des braquages, non, bip, bip, bip. Donc on ne peut pas vraiment avoir ce type de logique avec des agresseurs. C'est pour ça qu'on passe par la police ou par d'autres moyens. Mais concernant les victimes, c'est une autre histoire. On peut effectivement les appeler directement. Et on a une part, en tout cas, de la population qui va répondre sans aucun doute. Donc on interroge anonymement des échantillons représentatifs de personnes sur ce qu'elles ont pu éventuellement subir sur une période de temps déterminée. Qu'elle est ou non signalée au service de police ou de gendarmerie, c'est là tout l'intérêt. On peut avoir les chiffres de la police et on les complète par les enquêtes de victimation qui peuvent être plus justes. As-tu tes documents, très cher? Pourrait-on te les transmettre d'une manière ou d'une autre? Les collègues ne l'ont pas encore fait. Les camarades ont cette fraternité légendaire qui n'ont même pas encore pensé à toi. Je vais le transmettre. Ah, très bien. Oui, ça fait partie de ce qu'on disait ce matin. Il y a les règles légales et il y a les normes sociales. Dans les normes sociales, il y a notamment la politesse, la civilité, la bonne humeur, ne pas cracher à côté de son voisin, mais aussi éventuellement penser à transmettre un document pédagogique lorsqu'elle est arrivée, qu'elle ne l'a pas. Hein? Bien sûr, très bien, faisons-le. Elle permet donc de mesurer assez finement la fréquence et l'évolution réelle des comportements, indépendamment de l'action des administrations et de l'évolution de l'autre. Voilà, mais c'est dit, il n'y a rien de très compliqué à comprendre, sinon que on est en relation plus étroite avec la source victime des agressions, des infractions en France, comme ailleurs, et donc on a quand même voilà, un premier avantage qui est le rapport direct. Le rapport direct, ce n'est pas justement des informations rapportées par la police, par la gendarmerie, par la justice, qui donc passe par un intermédiaire, mais on a donc une victime qui va plutôt nous parler de ce qui lui est arrivé. Alors, le souci, c'est qu'on est en forme de déclarative. C'est-à-dire que ce sont généralement des informations peu ou pas vérifiées. On appelle une personne et dit « Vous avez été victime? Oui. Vous avez été violé? Oui. Vous avez été violé, donc comment? Ça ne vous regarde pas. Et vous avez été donc effectivement agressé durant quelle période? En gros 15 ans. Vous avez été donc agressé par qui? Ça ne vous regarde pas, mais enfin un proche. Vous avez été donc été traumatisé par ça? Oui, fortement, et encore aujourd'hui. Est-ce que ça a eu un impact sur votre vie personnelle, sociale, etc. Est-ce que vous avez déjà porté plainte? Non. Est-ce que vous pensez le faire? Non. Est-ce que vous pensez que cette enquête de victimation sert? Oui. Est-ce que donc vos enfants ont été victimes indirectes de cette situation? Non. Et dans tout ça, au bout du compte, on coche des cases et puis on remplit, on fait les statistiques. Et vous pouvez raconter n'importe quoi. Moi, il m'arrive, vous savez, rien que par petit plaisir d'originalité dont je préviendrai à la fin la personne que c'était juste pour rire. Par exemple, vous savez, on appelle anonymement aussi au téléphone parfois des gens qui veulent vous vendre n'importe quoi. Souvent, ce sont des offres de crédit, des offres de placement financier, des offres de... Voilà. Et donc, ça passe par un commentaire. Vous imaginez que cette personne a parfois un questionnaire
tellement précis qu'on peut quasiment tout savoir sur votre vie à titre privé si vous répondez vraiment à chacune des questions. Alors, je me suis amusé à répondre à toutes les questions et de dire faux à chacune des questions. Voilà, j'ai 22 ans, une fois, je me suis dit que j'étais travesti. Donc, non, vous avez, finalement, je sais pas, je suis maçon, je suis pas marié alors je suis, j'ai 5 enfants alors j'en ai qu'un, voilà, je m'amuse, entre guillemets, à répondre à n'importe quoi. Et si j'avais pas dit à la fin, bah non, tout ce que je vous ai dit c'est faux, je suis désolé. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait perdre notre temps. Non, c'est juste pour vous dire que vous devriez apprendre à contrôler, vérifier l'information avant que je vous le dise, parce que vous auriez pu rentrer cette information et finalement vraiment perdre votre temps, parce que si vous l'aviez enregistré et traité ensuite dans le temps, c'est là, vous auriez eu un gros souci, parce qu'on n'aurait jamais finalement pu faire affaire ou contracter quoi que ce soit, puisque c'était basé sur une fausse déclaration. Vous me suivez? Donc, globalement, on prend en considération quand même ces informations recueillies par les victimes, mais il faut quand même y veiller avec prudence et recoupement avant quand même de les valider définitivement selon. Les statistiques de la délinquance donc produites par le ministère de l'Intérieur sont très imparfaites pour le sociologue. Et pourquoi? Ça c'est très important puisque nous sommes des criminologues avertis et donc des sociologues en partie à des fins criminologiques. Nous sommes des chercheurs, nous ne sommes pas donc des partisans ni du gouvernement, ni d'une politique partiale en vue donc de la restitution de la sécurité publique, même si nous la souhaitons. Nous sommes dans l'étude, l'analyse, le diagnostic, aussi impartial et technique et performant que possible. Et voici ce que nous dirions. Les statistiques de la délinquance produites par le ministère de l'Intérieur sont très imparfaites parce qu'elles n'enregistrent que les faits constatés. Certains faits délinquants ne sont pas déclarés. D'autres faits déclarés ne se sont pas produits. C'est-à-dire, escroquerie à l'assurance, par exemple, ne sont pas vraiment répertoriés ou resteront inconnus, c'est donc le fameux chiffre noir. Donc, cette partie de la délinquance inconnue, le chiffre noir, renvoie à des chiffres qui seuls sont comptés, ayant fait l'objet de procès-verbaux en bonne et due forme. En sont de surcroît exclus les contraventions de 5e classe ainsi que l'ensemble du contentieux routier, dès lors mélangés plus d'une centaine de genres d'infractions différentes, du meurtre au défaut de permis de pêche, du non-paiement de pension alimentaire, à l'escroquerie à la carte bancaire, tous ces petits délits ou ces petites infractions, dites petites en tout cas au regard du droit, eh bien, ne sont pas comptabilisées. Elles sont très diversement connues également et enregistrées, appelées l'ensemble la délinquance, et dire qu'il a augmenté ou baissé tel ou tel mot ou année est en réalité un raisonnement dénué de sens en vérité. On en a déjà un petit peu parlé ce matin, donc je n'irai pas, mais c'était bon quand même de le marteler, parce que c'est capital. On ne peut pas avoir une représentativité totale et vraiment réaliste grâce à ces chiffres du ministère de l'Intérieur, rien que pour cela. Ce ne sont que les faits constatés, pas le chiffre noir, pas les informations qui sont relayées par les victimes elles-mêmes, pas, je dirais, le recoupement aussi, tel qu'un journaliste pourrait le faire, sur différentes sources d'informations. Tout ça, c'est quand même fort partiel. Deuxièmement, les chiffres dépendent de l'intensité du contrôle policier, puisque ça passe par les chiffres, par les policiers, le ministère de l'Intérieur. Donc, une recherche plus active, par exemple de clandestins, augmente le nombre de prises de clandestins. S'ils font moins leur travail, vous disiez ce matin, mais pourquoi c'est pas élucidé? Ben justement, parce que les policiers peuvent, dans certains cas de figure, même si c'est rare, ne pas faire suffisamment leur travail. Parfois on se dit, mais c'est une grosse affaire, on met le paquet. On va mettre 4 compagnies, on va mettre les spécialistes dessus, on va mettre voilà, les moyens, comme on dit, dessus. Mais il y a des affaires qui ne sont pas médiatisées, qui ne sont pas grosses, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour X raisons, qui sont mis en tout cas un petit peu au bas de la pile par rapport à des affaires qui sont plus prioritaires pour X raisons aussi. Et malheureusement, donc, elles ne bénéficient pas de l'intensité du contrôle policier. On les consigne généralement dans la main courante. La main courante, c'est l'expression consacrée en police ou en gendarmerie pour les plaintes qui ne relèvent pas de la plainte, enfin, qui ne sont pas consignées comme des plaintes. Donc, ce sont des signalements, des faits qui pourraient peut-être faire l'objet d'une plainte, mais qui sont relégués en quelque sorte dans un fichier qui ne fera pas l'objet d'investigation particulière, la main courante. En fait, c'est juste du renseignement à titre d'archive, comme on range donc une information dans un fichier .li.
Une présence policière dissuade les délinquants, par exemple l'influence du plan Vigipirate. Une moins bonne implantation de la police dans une région peut paradoxalement faire baisser les chiffres en décourageant les individus à porter plainte. Et puis on a le cas aussi de ce qu'on a vécu là apparemment aujourd'hui, c'est-à-dire 4 CRS se baladent dans la rue, dans l'Aude, on les suit et on vient ensuite les prendre en otage avec d'autres, apparemment, dans un supermarché français. Les CRS, mais imaginons que ce soit des soldats Vigipirate, bon, sont censés nous protéger, donc sont censés dissuader. Alors c'est précisément ceux qu'on va attaquer et qu'on va prendre en otage et qu'on va donc, pour partie, à notre connaissance, au moment où je vous parle, assassiner. Donc, l'objet même de la police a échoué dans ce cas précis, comme dans d'autres. Pensez à la femme Vigipirate également à Orly qui s'était fait agresser, qui s'en est bien sortie, hein, comme d'autres au musée du Louvre également qui se sont fait attaquer. Donc tout ça, c'est juste pour dire que la fonction même du policier qui devrait dissuader, eh bien, ne le fait pas. Et donc une moins bonne implantation, une moins bonne protection par ces policiers ou pour ces policiers par ces policiers, eh bien, découragerait finalement les individus à porter plainte. Parce qu'on se dit, finalement, si ces policiers arrivent à se faire attaquer, si moi je porte plainte contre un terroriste ou un terroriste aspirant ou quelqu'un qui est un logeur de terroristes ou quelqu'un qui aurait une acquaintance avec les terroristes, etc., est-ce que vraiment la police pourra me protéger? Puisque ces terroristes sont capables finalement de prendre des CRS et les tuer dans un supermarché. Voilà. Donc vous voyez, c'est là où on se dit, bah, il y a plein de facteurs qui peuvent, en tout cas, jouer dans le mental de la population, ne les amenant pas à signaler tel ou tel fait. On a déjà parlé, je crois, en victimologie, de la problématique du signalement pour les femmes violentées, qui, pour plein de raisons, n'arrivent pas donc à porter plainte. Culpabilité, problème d'argent, représailles, voilà, une perte de confiance aussi, ou de sécurité, le sentiment d'insécurité vis-à-vis des forces de l'ordre. Plein de choses comme ça qui jouent à contresens du signalement. Et qui donc ne rentreront pas en compte dans les chiffres de la délinquance. A l'inverse, donc, un nombre égal de délits, à efficacité égale des services de police, ces chiffres augmenteraient si on augmente les effectifs de police sur le terrain. Si on a une police de proximité, si on a un vrai rapport de confiance, de communication, de relationnel entre les forces de l'ordre et la population, des choses comme ça. Donc le pourcentage global d'élucidation de l'ensemble des faits constatés est donc un chiffre qui n'a pas de sens. Il peut être baissé ou augmenté artificiellement selon que les policiers et les gendarmes ont traité plus ou moins tel ou tel contentieux dans la période concernée. Donc par exemple, vous entendrez bientôt, ça arrivera tôt ou tard dans les médias, le chiffre national de la délinquance a augmenté ou baissé de 5%. Vous saurez immédiatement que ces chiffres ne sont pas complets, ça c'est sûr déjà, orientés politiquement nécessairement, vu ce qu'on vient de dire, et qui, bizarrement, à tort ou à raison, hein, je ne m'inscris pas en vrai ou en faux dans ce qui va arriver, mais enfin, c'est vrai qu'on constate souvent une baisse, même minime, de la délinquance à l'aube des élections. À l'aube des élections. Vous voyez, Jean, tout va bien. Nous sécurisons la population, les policiers font leur travail, nous avons la mise à l'intérieur efficace et nous traitons la délinquance avec une baisse significative, au point que vous pouvez donc nous réélire. Logique, si on est rationnel en tout cas. Mais faut-il peut-être y voir un peu plus loin que le bout de son nez et vérifier ces chiffres ou mieux les interpréter, etc. Troisièmement, les personnes mises en cause ne sont pas toutes des délinquants. D'abord, il ne s'agit que des personnes suspectées dans la petite partie des faits constatés qui ont été élucidés, et que cette élucidation est de surcroît très variable selon les genres d'infraction. Pour ces deux raisons, rien ne permet de penser que les personnes mises en cause, je cite, sont représentatives de la population délinquante. Ensuite, et je vous l'ai dit, que les personnes suspectées par la police ne sont pas forcément reconnues coupables par la justice. C'est le cas de Nicolas Sarkozy. Il y en a eu d'autres. Hein. Par contre, Cahuzac, l'ancien ministre des Finances ayant caché des comptes en Suisse, ça je crois que maintenant c'est avéré, sans faire de diffamation. En tout cas, bon, suspecté malgré tout, présumé innocent, paix à son âme, mais condamné en première instance, attendant son appel pour savoir exactement ce qui allait s'ensuivre.
Là, c'est un mise en cause, en tout cas, qui a été condamné en première instance. On attend l'appel. Donc l'appel étant suspensif, on ne peut pas dire qu'il a été condamné en première instance. En réalité, on va dire, voilà, l'appel donc suspend sa condamnation, et tant que l'appel ne l'a pas condamné, donc il est de nouveau mis en cause, non condamné. C'est la vérité. La vérité juridique, en tout cas. Et donc, ce personnage va rentrer dans les chiffres de la délinquance au centre du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Or, il y a, on pourrait dire, on oublie certaines personnes, et maintenant on en intègre d'autres qui n'ont pas été condamnés. Donc c'est un peu compliqué de se dire que ce seront des chiffres fiables d'un côté comme de l'autre. Ok, enfin ces statistiques ne sont que le reflet d'un certain ordre social à un moment donné. Un simple changement de la norme ou de la loi modifie profondément les statistiques de la délinquance. Les lois Pasqua ou Sarkozy, en leur temps, ont ainsi augmenté le nombre d'immigrés sans papier, puisqu'on recherchait donc la notion même de migration, du contrôle de migration, donc était ainsi faite. Bon, alors maintenant, regardez bien. Une réalité sociologique différente du traitement médiatique et politique de la délinquance. Les statistiques administratives sont donc analysées avec la plus grande prudence. Elles constituent tout de même une source d'information non négligeable et doivent être complétées par des enquêtes de victimation, on l'a déjà dit. Parce qu'il existe un écart entre les faits constatés et les faits déclarés au moment de l'enquête qui donne une mesure du chiffrement de la délinquance. Par exemple, ça vous devez le retenir vraiment s'il vous plaît, on s'aperçoit ainsi que 95% des vols de voitures sont déclarés à la police, 9% des agressions sexuelles le sont seulement. Alors on peut l'interpréter de différentes manières, hein. D'ailleurs ça fait mal au cœur pour l'humanité en général. C'est-à-dire que l'être humain déclare plus le vol de sa chose que de l'être humain. Mais ça, c'est une première réaction, enfin une première vision des choses qui n'est pas tout à fait vraie. Pourquoi? Parce que si vous comparez agression sexuelle d'un être humain et vol d'une chose, il y a quand même une énorme différence. C'est que la voiture, elle ne peut pas porter plainte toute seule. Il faut que quelqu'un porte plainte pour elle. Alors qu'une femme ou un homme violenté, agressé sexuellement, lui, l'être humain, il peut le faire lui-même. Donc vous ne pouvez pas raisonner, vous voyez, comparer les choses de la même manière. Donc ça nous renvoie à dire, mais pourquoi l'être humain ne signale pas son agression sexuelle? Et là, on voit que c'est pas aussi automatique, évidemment. Il y a plein d'applications sociales, psychologiques, traumatisantes, dans sa famille, pour soi, pour les autres, pour le travail, il y a plein de choses. Qui fait que finalement, c'est loin d'être aussi simple qu'un simple vol de voiture. Alors, la voiture, c'est des choses, voilà, je déclare, c'est fini, mais on espère un remboursement de l'assurance, peut-être qu'il y aura, on le récupérera un jour, mais enfin bon, on va ramener au Père Noël, mais on y croit encore un peu. Et puis voilà, d'accord. Néanmoins, il est une certitude absolue, c'est que si on est dans une logique juridique, pas celle du ressenti de la victime, il est anormal, voilà, anormal, c'est-à-dire contraire à la norme, contraire à la gravité juridique des faits, à dire qu'on devrait signaler plus un vol qui fait partie des délits que moins signaler un viol ou une agression sexuelle qui fait partie des crimes. Voilà, si on suit cette logique-là, c'est anormal. C'est pas anormal, c'est contraire à la norme, à ce qu'on attend d'une logique juridique selon la gravité juridique des faits. Comment ils l'ont su, monsieur, vu qu'il n'est pas déclaré? Comment ils l'ont su, vu qu'il n'est pas déclaré? Déclaré, je te suis pas. Alors, il y a 9%, il n'y a que 9% qui sont déclarés. Ouais. Comment on sait que seulement il y a 9% qui sont déclarés? C'est une estimation. Vous voulez dire par rapport à quoi? Donc les autres, c'est-à-dire que 91 autres. 9% légalement sont déclarés. Et les autres? Bon, ça va déclarer. Mais comment on sait? Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Par rapport à quoi le reste. Voilà, on sait, en fonction du chiffre déclaré, quel est grosso modo le chiffre noir. On l'estime effectivement par rapport à des tendances telles que les associations qui traitent de ces personnes-là, les incidences ou signalements qui peuvent être portés à la connaissance des procureurs ou d'autres professionnels sociaux en particulier, assistantes sociales, éducateurs, maîtresses même d'école, etc., mais qui ne rentrent pas dans une procédure judiciaire.
Bref, il y a des indicateurs extrêmement quand même performants, déterminants sur la réalité du signalement, mais qui ne parvient pas nécessairement à la justice. D'accord? Donc quelque part, on sait qu'il y a un souci, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'en gros c'est dans cette tendance-là, mais peu de personnes franchissent le pas d'aller déclarer ça en justice. Donc les 9%, c'est les gens qui ont déclaré. Oui, qui ont déclaré. Tout à fait. Alors, la déclaration des victimes dépend notamment de la possibilité d'obtenir réparation. Donc, si Marie est une agression sexuelle, vous n'obtiendrez pas réparation la plupart du temps, sauf des dommages et intérêts. Mais bon, si par exemple la personne, d'abord, il faudrait qu'elle soit condamnée, donc on sait qu'il y a uniquement, tenez-vous bien, 5% des 9% qui ont signalé qui vont être condamnés. Donc, vous imaginez que vous savez déjà d'avance que ce ne sera pas vraiment la réparation que vous obtiendrez financièrement. Et puis surtout, en matière d'agression sexuelle, là vous comprenez que quand vous prenez une voiture et que, je sais pas, elle a valu 5 000 €, bah vous dites devant des réparations à hauteur de 5 000 €. Ça, on comprend très bien. Mais si vous dites j'ai agressé sexuellement, alors maintenant, à combien j'évalue ça Voilà, il me paye très vaginalement, analement, buccalement, voilà, etc. Là, ça vaut, allez, 30 000 €. Ou alors, les autres vont dire 100 000 €, là, 50 000 €. C'est quoi finalement, j'en ai souffert. Ah, les psychologues disent j'ai beaucoup souffert. 300 000 €. Ah bien, j'ai pas beaucoup souffert, finalement, c'est passé qu'on est un poste, puis finalement, 3 mois après, je vais décompenser, décharger, je vais déprimer, je vais faire une tentative de suicide. Mais au moment où on m'a expertisé, bon, j'allais à peu près bien, quoi. J'étais pas bien carapacé, je n'arrivais pas encore à libérer ma souffrance. Donc là, 10 000 €, ça suffit largement. Hein. Oui, ce sont des choses même qui deviennent presque immorales de devoir chiffrer une souffrance sexuelle. Voilà, là ça devient quand même très compliqué. Et de ce fait, déjà sur le terrain de la réparation, il dit je ne vois pas très bien ni comment, ni quel chiffrage je pourrais obtenir, donc laissons tomber. La peur des représailles, vous connaissez le proche, alors il suffit même que ce soit un très proche, version père, beau-père, frère, demi-frère, neveu, oncle, en commençant par les hommes, les messieurs, et c'est ainsi. Et à partir de là, donc, oui, si la famille le sait, qu'est-ce qui risque de se passer? Il m'a dit, voilà, si tu pars de blabla, la chantage, je perds mon argent, je perds mes enfants, je perds ma maison, je perds le bout, puis en plus ma réputation, je vais devenir une salope, parce que c'est à moi, bien sûr, qu'on va en dire, c'est toi le problème, c'est pas le violeur, c'est toi qui t'es laissé faire, bien sûr, une salope. Et puis, des choses comme ça, vous voyez, qui n'en finissent pas, vous dites, oh, vraiment, je le gardais pour moi. Malheureusement, ça peut jouer. La honte ressentie après l'agression. Voilà, parce que déjà, elle est honteuse en disant, voilà, et puis en plus, il faut le dire aux autres. Il faut qu'à visage découvert, avec ma parole, Jean dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a agressé sexuellement. Vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? Parce qu'en plus, l'enquêteur, même s'il a vraiment le respect, généralement de la victime, et essaye de trouver la manière de comprendre, de lui faire dire les choses, il va bien falloir qu'il qualifie juridiquement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un simple, entre guillemets, attentat à la pudeur, attouchement, où il n'y a pas eu de pénétration, ou il y a eu pénétration? Déjà, c'est les deux grands secteurs. Est-il vraiment eu viol? Est-ce qu'il y a eu acte de torture et de barbarie? Est-ce qu'il y a eu nombre de fois? Est-ce que c'est répété 1000 fois? Est-ce que c'est un ascendant? Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? C'était un employeur, un maître d'école, un prêtre, je ne sais pas quoi. Donc il doit préciser tout ça pour qualifier précisément les faits. Donc il va devoir dire est-ce qu'il vous a pénétré ou pas? Et là vous dites ah oui, déjà dès que c'était pas cool. J'ai honte vraiment de ce qui m'est arrivé, c'est une horreur. En plus, il faut que j'explique à un étranger qui est un policier, j'ai même l'impression qu'il me juge le type là en ce moment. Comment il a fait? Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne. Monsieur, chez nous, l'agression sexuelle, quand je dis nous, c'est le monde arabe. Monde arabe, oui. L'agression sexuelle, elle s'inscrit plutôt dans un cadre légal. Ça veut dire la nana, la meuf, elle est considérée agressée sexuellement si elle n'est pas mariée. Parce que je ne comprends pas chez vous le monde
occidentale. Au contraire, c'est le moment d'en parler. Oui, c'est ce que je ne comprends pas chez vous. Oui. Pourquoi vous appelez agression sexuelle donc vous pratiquez le sexe hors déjà norme légale? Pourquoi vous dites qu'il s'agit de l'agression sexuelle et que vous donnez assez d'ampleur tant qu'il n'est pas déjà cadré par une loi légale ou bien un aspect vraiment juridique bien précis? Les jeunes filles ici, elles perdent leur virginité à 12 ans, à 13 ans, on va dire à 14 ans. C'est possible, oui. D'accord. Alors, pourquoi, ce que m'interpelle vraiment, pourquoi elle donne aussi d'importance à un simple toucher, ou bien Je vois. alors qu'elle se donne facilement comme ça. Elle se laisse faire facilement, et dès qu'on les touche, c'est d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens d'exprimer. Bon, d'abord, la loi. La loi aujourd'hui, je pense, a vraiment prévu tous les cas de figure. Quelques rarissimes, peut-être zones d'ombre, dont on parle actuellement par les réformes, en disant est-ce qu'on ne va pas justement abaisser l'âge légal de la minorité sexuelle, en disant voilà, 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais en dehors de ces quelques éléments, certes importants, mais bon, je pense que vraiment la jurisprudence, l'expérience des tribunaux, la société française, qui est quand même très 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 sensible aux agressions sexuelles et aux droits de la femme en général, a vraiment prévu beaucoup de choses. Donc si, déjà, quand tu dis, en dehors des cas légaux, on se demande ce qu'on fait ou comment le faire, je pense qu'il faut renverser la question en disant, partons déjà de tout ce qui est prévu par la loi, et vraiment, on a déjà de quoi faire pour s'occuper de toute forme d'agression sexuelle. Et je veux, juste pour revenir un petit peu sur les éléments clés, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle? En France, dans la loi, c'est toujours un élément légal, un élément matériel, un élément intentionnel. Un élément légal, j'ai dit, la loi prévoit quasiment tout. L'élément matériel, c'est toucher, pénétrer, violenter. Donc, pire encore, hein, évidemment, toute partie sexuelle. Mais quand on dit aujourd'hui toute partie sexuelle, c'est toute partie même érogène. Tout ce qui peut être même considéré dans le regard, dans la tête de l'agresseur, comme une zone érogène. Alors, bien sûr, naturellement, on pense au sexe à proprement parler, les fesses à proprement parler, les parties donc, de la poitrine à proprement parler, mais on pense aussi évidemment au viol, je dirais, forcé, tel que la fellation, par la bouche, mais vous devez penser à tous les orifices du corps. Nombril, oreille, nez, d'accord? Et tout ce qui pourrait être même artificiellement des orifices. Ceux qui auraient été créés par l'homme spécialement pour ça. Y compris sur le corps de la personne, qui se modifie le corps volontairement pour avoir cela. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas fini. Au début, on pensait que c'était un homme qui rentre dans le vagin d'une femme. Aujourd'hui, on pense que c'est un vagin qui rentre dans le pénis d'un homme. C'est-à-dire qu'on renverse tout. On essaie de prendre le tout et son contraire dans l'ensemble des cas de figure. Ok? Donc on peut avoir, encore une fois, quelque chose d'actif comme quelque chose de passif, dans la plupart des cas de figure. On peut y voir homme, homme, femme, 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 homme, homme, personnes âgées, hommes, voilà, tous les âges possibles et imaginables. Tous les êtres vivants, dans toutes les configurations, sont comptabilisés. Mais on y voit aussi les objets. Tout ce qui est pénétration donc par objet. Tout ce qui est pénétration ou sur des animaux, la zoophilie. Tout ce qui est paraphilie, c'est-à-dire tout ce qui est anormal au plan d'une relation sexuelle dite normale. Paraphilie, c'est-à-dire les perversions sexuelles où vous allez uriner, déféquer, utiliser des insectes, utiliser de la nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer dans la fertilité de l'imagination de perversion sexuelle humaine. Vous avez aussi le fait que ce soit dans le mariage. Voilà, c'était une réponse à la deuxième question. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas violer une personne.
Hein, ça c'est très clair. Mais ça reste un tabou. Ce n'est pas un tabou du tout aujourd'hui, c'est-à-dire que, je m'exprimais ce matin, tu n'étais pas là, c'est pas grave, c'est le fait que je disais clairement qu'il a fallu certes attendre 1990 en France, ça fait quand même 28 ans hein, à vue d'œil, pour qu'on puisse juridiquement poursuivre homme ou femme violant son conjoint. Avant 1990, cette fameuse arrêt de la Cour de cassation, eh bien, le viol entre époux n'existait pas. Donc tu étais marié, il se passait ce qui se passait dans un couple, mais la femme ou l'homme ne pouvait en aucune manière, parce qu'il était marié, et que le mariage n'avait pas fait bien sûr l'objet d'une séparation de fait vraiment déclarée, quoi, évidemment, mais un mariage qui ne posait pas de problème apparent, qui n'avait pas fait l'objet d'une quelconque séparation, eh bien donc était considéré comme un mariage napoléonien. Code Napoléon, 1810, enfin 1805 pour le code civil de mémoire et 1810 pour le code pénal, c'est-à-dire le mariage doit être consommé. C'est le terme même utilisé par le code civil napoléonien, donc français dit encore très peu. Donc consommer, ça veut dire, c'est un très bien mot, mais ce qui voulait très bien dire ce que ça voulait dire dans l'esprit de Napoléon, c'est-à-dire que il doit y avoir des rapports sexuels entre l'homme et la femme qui sont, je dirais, soumis à la réglementation et aux usages d'un mariage normal et contre lesquels on ne peut pas s'opposer dès lors qu'ils interviennent dans le mariage. Voilà, c'était ça. Donc c'était très machiste, excusez-moi, c'est quand même une vision très machiste du mariage, mais donc il a fallu attendre 1990. À partir de 1990, et jusqu'à aujourd'hui, évidemment qu'il y a eu une période de transition dans laquelle on est passé du droit au fait. Bon, je considère quand même que depuis 10, 15, 20 ans au moins, 10-15 ans, allez, au moins, ce n'est pas la loi qui le permet, qui empêcherait donc une femme notamment de poursuivre son mari et de porter plainte pour viol entre époux. Vraiment, ce ne sont pas ces raisons-là, ce sont des raisons toujours pareilles, le familial, le traditionnel, le culturel, la honte dont on parlait, la culpabilité, le risque de représailles et bien d'autres encore, qui l'empêcheraient de le faire, mais pas la loi. Pas la loi. Bon, et pour finir, tu proposais finalement les femmes ou les filles qui sont plutôt, qui perdent leur virginité très tôt, et le fait qu'on a ce mouvement récent de lutte contre le harcèlement sexuel pour effleurer la peau ou faire un petit bisou, regardez, attention, il me harcèle, il me regarde, elle me regarde. Bon. Donc, c'est vrai que c'est paradoxal, mais quand même, il faut dire ce qui est. Je ne peux pas laisser dire d'abord que les filles françaises sur le territoire français, dont même d'origine étrangère qui sont françaises, perdraient toutes, ou en majorité même, leur virginité à l'âge de 12, 13, 14 ans, c'est fou. C'est fou. Là, on reviendra d'ailleurs sur des statistiques, pourquoi pas plus sociologiques, puisqu'on dans la sociologie des choses très intéressantes grâce à l'INSEE, l'Institut national de statistique, économique et sociale, et des études économiques. Mais non, on est, c'est vrai, dans une découverte de la sexualité peut-être plus précoce qu'auparavant, mais essentiellement liée au mode de communication. Pas tellement dans la pratique finalement. Les filles sont loin d'être aussi, ou les garçons d'ailleurs même, fertiles, on va dire, ou désireux ou envieux, dès qu'ils commencent à voir apparaître un poil sur leur sexe. Un poil, puberté, non, ça je crois. Et je rajouterais que ça reste quelque chose, alors peut-être pas d'aussi fort, hein, ce fait de préserver les enfants de la sexualité jeune, tout ça, c'est peut-être pas aussi fort, voire tabou que chez nous. Okay. Mais, moi je connais pas en tout cas, hein, et même dans les statistiques relevant de cela, la grande tendance, c'est de protéger son enfant des agressions sexuelles. S'il y a bien une chose dont un parent a la peur, la crainte, l'angoisse, c'est qu'il ait justement des relations sexuelles précoces, voire des viols malheureusement, dans ce monde un peu sauvage. Donc ils veulent avant tout préserver bien sûr leur enfant de ça. Donc la pression éducative ou de l'autorité parentale pour tenter de le dissuader est quand même très forte chez nous. Voilà. Donc je ne peux pas laisser dire ça. Voilà.
la manière dont tu l'as présenté. Et de l'autre, je ne crois pas non plus que ce qui nous est présenté aujourd'hui par les médias dans la politique ou la dénonciation systématique du harcèlement sexuel soit une réalité majoritaire en France également. Je crois. Il suffit de rentrer dans n'importe quelle entreprise pour s'apercevoir que, bon, il y a bien sûr des relations d'abord professionnelles, et que les gens sont rarement et visiblement en train de lorgner sur les cuisses de madame, les petites fesses, le petit cul, comme disent les femmes de leur chef, voilà, toute la journée, je crois pas non plus. Ce qui peut bien sûr arriver, c'est qu'il existe toujours un loup dans la bergerie, une brebis galeuse, voilà, il y en aura toujours effectivement qui se baladent par là et qui font chier leur monde. Bon, ben voilà, c'est vrai que ça existe, bon, il y en aura un peu partout, quoi. Voilà, il y a où notre j'ai qui a mal aux dents, c'est parti où là? Il est reparti chez le dentiste encore. Non, c'est la fin. Et donc, c'était juste pour dire que je ne pense pas sincèrement que le mouvement féministe d'abord et le mouvement actuel donc pour dénoncer les porcs, en plus sur ça assez vulgaire, même si certains sont comme ça, c'est vrai, mais non, je crois que dans des relations de travail, disons, normalement constituées, les hommes et les femmes se comportent globalement bien. Je crois qu'il n'en arrive pas, en tout cas, à se dire que quand monsieur fait ça, oh, je suis content de te voir, hein, quand il quand il y a une disant bonjour madame, etc. Oh, je suis content de te voir, un peu de convivialité, en disant voilà. Et puis même s'il fait ça, oh, je suis vraiment content de te voir. Ça dépend comment il le fait, c'est toujours pareil. Si vous allez faire un PRR, oh, mais je suis content de te voir. Mais si à un moment donné, donc, il vous dit, voilà, je suis content de te voir. Voilà, c'est juste vraiment un soutien. Voilà. Bien entendu, s'il fait ça, je suis content de te voir. Là, c'est autre chose, bien sûr. Mais vous en connaissez beaucoup des collègues qui disent, je suis content de te voir. Non, je crois pas. Voilà, c'est-à-dire que il y a un moment donné où on a aussi peut-être une mayonnaise qui monte avec un phénomène médiatique, on a une mayonnaise qui monte avec, bien sûr, les affaires d'Hollywood, on a une affaire qui monte, une mayonnaise qui monte avec aussi peut-être des frustrations, ça c'est vrai, c'est-à-dire des frustrations qui n'ont pas été pendant des années assez révélées et qui trouvent l'occasion de se libérer un peu en masse comme ça, voilà, et puis une fois qu'on a tout dit, ben voilà, on va revenir à une situation à peu près normale, et puis on va passer à autre chose. Voilà. Ça va? Je t'en prie. Non, mais par contre, je comprends très bien que tu sois sensible sur le sujet. Et être sensible sur le sujet, c'est respectable. Merci. Les lourdeurs ou le doute sur l'efficacité des démarches administratives, bah oui. Vous savez qu'une victime d'agression sexuelle, une victime tout court, elle ne se fait pas aider financièrement la plupart du temps. Donc quand elle va, sauf bien sûr si elle n'a pas d'argent, mais si elle a un peu d'argent, un petit travail, etc., pas d'aide juridictionnelle, donc elle va se faire se payer elle-même son avocat. C'est quand même un peu fort de café. Elle se fait agresser, pour lancer la procédure, il faut qu'elle ait forcément un avocat, et c'est elle qui le paye. Vous savez qu'un avocat, si vous êtes sur Paris par exemple, c'est très cher, hein, c'est très cher. Et en plus, ça va durer. Une procédure judiciaire, l'avocat il table sur ça, hein, pour bien survivre aussi. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, une procédure qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Oh bah oui, hein, avec un petit, je sais pas, 1000 € par mois, bah oui, tant qu'à faire, hein, je veux dire, et qui paye, c'est la victime. Donc on dit, bah non, ça sert à rien effectivement de se lancer là-dedans, je préfère garder mon argent pour mes enfants. Et puis voir ailleurs, faire autre chose avec. C'est vrai. Bon, ceci dit, pour les démarches administratives, il y a quand même beaucoup d'associations aujourd'hui des victimes qui apportent leur soutien psychologique, administratif, juridique, au moins dans l'information et dans l'accompagnement. Ça, il faut quand même dire ce qui est. Encore faut-il que la victime ait vraiment pris la décision d'y aller. Alors, le taux de déclaration de crimes ou délits au service de police et gendarmerie en 2007, vous voyez, le vol de voiture, 94,7. Donc, c'est ce truc qu'on... Ça te bousille le moral, ça. Explique-moi ce que tu ressens. Bah, à ce point, ils mettent la considération pour des matériels que pour des actes. Alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je rappelle que tu ne peux pas raisonner uniquement comme ça, parce que
Un vol, c'est simple à déclarer. Voilà, c'est très simple. Tu prends ton téléphone, tu appelles l'assurance ou tu dis voilà, même pour bénéficier d'un minimum de remboursement de l'assurance, tu fais une petite plainte pour dire j'ai perdu mon véhicule et tu auras ton remboursement si tu as une bonne assurance. Donc, en inverse, je pense que pour l'agression sexuelle, c'est l'entourage qui est. Oui, c'est-à-dire que qui va te reprocher de porter. Voilà, c'est ça. Qui va te reprocher de porter. Qui peut te reprocher de porter plainte pour vol ou de ta voiture? Personne. Voilà, c'est-à-dire que, alors que l'agression sexuelle, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres intérêts en tout cas de ne pas le faire. On se dit à un moment donné, est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile, c'est très facile, très rapide de déclarer cette disparition de véhicule, y compris à son assurance. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être... non, pour tout le contraire pour le reste. Est-ce que donc, il y a un intérêt autre? Est-ce que par exemple, tu vas te sentir coupable de signaler ton véhicule? Tu vas avoir honte de signaler ton véhicule? Tu vas avoir donc des représailles en signalant ton véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était par exemple remboursé ces cas de viol portés contre une agression, sans aucun doute. Ça aiderait. Si c'était remboursé, je pense que ça n'aurait jamais été le cas de se sentir scandaleux ou bien coupable. C'est vrai. Non, là où je te rejoins, en partie en tout cas, c'est. On prend vraiment du recul sur une société de consommation capitaliste, etc., qui prévoira, voilà, davantage peut-être, dans la loi et des clauses juridiques d'un contrat d'assurance par exemple, des situations plus matérielles que psychologiques, plus financières que humaines. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu as assuré ta maison, ton logement, tu sais que voilà, si tu es volé, s'il y a un incendie, etc., tu sais en gros voilà, ce qui va t'arriver. Si tu as un viol, qu'est-ce qui est prévu? Il y a un contrat d'assurance qui rembourse ça, qui prend en charge ça, je crois pas. C'est compliqué en tout cas. Donc c'est ça, c'est plutôt ça. C'est-à-dire le fait que la société prévoit davantage de couverture sociale ou de garantie financière à des choses qu'à des êtres humains. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une fuite. Oui, c'est une fuite dans le système de sécurité sociale. Oui, en tout cas, on devrait faire plus. Oui. De manière générale, oui, tu vois, par exemple, on prend en charge très facilement par les caisses d'allocation familiale l'aide au logement. Si tu as un enfant, évidemment, donc tout ce qui va avec. S'il y a parfois besoin d'une nounou, tu vas faire une nounou. Si à un moment donné, donc je sais pas, tu n'as même pas de travail, tu vas peut-être avoir un RSA, donc un revenu social actif, donc solidarité active, donc un minimum en tout cas pour vivre. Donc tout cumulé, parfois tu peux avoir 1000 € sans rien faire. Mais t'as rien, t'as pas été victime. T'es juste dans une situation sociale où voilà, t'es pas voilà, bon. Mais maintenant t'es violé, voilà, c'est là où on va dire qu'est-ce qu'on prend en charge vraiment financièrement dans l'accompagnement d'une victime. Là c'est là où on doit travailler. C'est là où on doit vraiment travailler. Pour les victimes, il y a un peu de laisser aller pour le moins. Sauf peut-être dans des cas particuliers, catastrophes naturelles, il y a vraiment des protocoles qui sont mis en place d'urgence et je dirais terroristes, où là il y a vraiment des fonds aussi qui interviennent assez rapidement. Donc pour des graves affaires, des trucs assez comme ça, qui retentissants, voilà, là oui, là on y va assez fréquemment. Mais il y a des cas pour des vols, des cambriolages, des escroqueries, des machins, même pour des homicides, même pour des homicides, je vois pas beaucoup de fonds qui sont mis en œuvre d'accompagnement pour les victimes d'homicides. Ça, faut le revoir. Faut le revoir. Faut le revoir. Un criminologue dirait il faut le revoir. Ça, c'est sûr. Et regarde, qu'est-ce qui est le moins agression sexuelle? 8,5%. Tu fais ça là. Ça fait. Okay. Les enquêtes de victimation donc corrigent les données administratives et leur traitement médiatique sur l'évolution de certains actes de délinquants. Ainsi, donc, les données sur les vols sont confirmées par les enquêtes de victimation. Les vols demeurent par ailleurs le type de délinquance le plus répandu depuis l'avènement de la société de consommation après la Seconde Guerre mondiale. C'est un type apparaissant, puis s'estompant au gré de l'équipement des personnes, puis du perfectionnement des techniques de protection, c'est même bien, ça c'est clair. Alors, par contre, les données sur les atteintes aux personnes, elles ne sont pas confirmées. Pourquoi? Au moment de l'enquête, les personnes ne déclarent pas plus d'actes violents qu'avant
alors que les statistiques policières enregistrent une forte augmentation. Comment expliquer cette contradiction? Eh bien, ces actes de violence, qui sont souvent intrafamiliaux ou entre personnes qui se connaissent, se déclaraient beaucoup moins auparavant. Alors que de nos jours, les personnes hésitent moins à porter plainte contre de tels actes, par exemple attouchement sexuel, actes pédophiles, viol, ce qui fait croire qu'ils sont plus nombreux. En réalité, ces statistiques policières ne font qu'enregistrer la judiciarisation de ces actes, qui est dû en partie à un renforcement de la législation. Le viol entre mari et femme n'existait pas jusqu'à une période récente, par exemple. Et de même, on constate que le nombre d'homicides ne fait que baisser depuis le XIXe siècle, à l'échelle du siècle. La société de nos jours est beaucoup moins violente qu'il y a un siècle, contrairement à l'opinion communément admise. C'est ça que doit retenir le sociologue et le criminologue devenu un jour sociologue, c'est sûr, contrairement à ce qu'on croit. Et là, c'est là où il faut vraiment stopper les logiques sécuritaires de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'il y a des grandes oppositions doctrinales, y compris en France, entre les sociologues et les droitistes de la sécurité, hein, c'est-à-dire les politiques de droite, les magistrats de droite, les criminologues de droite. Pourquoi? C'est-à-dire que, bon, globalement, les sociologues sont plutôt de gauche. Ils vont parler de l'humanisme, des éléments donc liés au contexte, à l'environnement, donc, et que tout peut se comprendre et s'expliquer quelque part, et si on y travaille bien, donc prévenir, comme on l'a dit ce matin, le crime. Alors que la droite, ou même l'extrême droite, vont dire non, il y a beaucoup de criminalité, elle est en pleine expansion, on a le terrorisme, etc. Et donc il faut casser ces gens-là, il faut stopper l'immigration, il faut arrêter et judiciariser beaucoup plus de personnes, être beaucoup plus intolérant vis-à-vis du laisser-aller, etc., etc. Ce que nous apprend en tout cas le sociologue, hein, c'est un premier point très important, c'est que, je répète, la société de nos jours est beaucoup moins violente qu'il y a un siècle, contrairement à l'opinion communément admise. Si elle est beaucoup moins violente, on ne peut pas avoir une logique sécuritaire. Voilà. C'est-à-dire que la logique sécuritaire, c'est quelque part des moyens mis en œuvre pour qu'il y ait un coup d'arrêt à une augmentation massive de la violence ou de l'insécurité qui serait nécessaire au surplus des moyens généraux mis en œuvre pour juguler une violence normale, une délinquance normale. Et donc, voilà, violence normale, traitement normal, plus de violence, plus de criminalité, logique sécuritaire, tout casser, tout arrêter, tout. Voilà. Non, très clairement non. Donc on nous vend de la peur la plupart du temps. C'est ça que nous apprend le sociologue. On nous vend de la peur en disant faites attention, les immigrés, bien sûr, bientôt ils vont nous. Voilà. Bientôt il va se passer ceci, il va se passer cela, le terrorisme est à vos portes, les musulmans sont à vos portes, bientôt c'est votre. Voilà, vous allez vous faire manipuler, ne vous mariez pas avec le c'est qui, voilà, restez français, protégez-vous, soyez complètement, vous voyez, donc les Français aux Français, voilà, c'est cette logique-là, cette espèce de renfermement pour éviter, soi-disant, le pire qui augmente. Et tout ça, c'est de la peur. Tout ça, c'est en tout cas essayer de le faire croire. Pour finir, les enquêtes de victimation donc, ne disent rien sur la délinquance financière qui sont largement sous-évaluées par les statistiques administratives. En effet, dans bien des cas, il s'agit de délinquance sans victime individuelle directe, fraude et fisc, mais à toute la société, mais à aucune victime en particulier. C'est vrai ça. C'est vrai. Il faut le reconnaître. Donc de plus, l'essentiel de ces contentieux est traité à d'autres niveaux par d'autres administrations, comme le fisc ou encore l'inspection du travail, voire des organismes spécifiques comme l'autorité des marchés financiers. Et il concerne le plus souvent des délinquants appartenant à des milieux sociaux bien plus élevés et bien moins surveillés. Enfin, les législations contre ce type de délinquance en col blanc, c'est plutôt affaibli sous l'influence des milieux d'affaires et des intérêts divers que l'on peut imaginer à les laisser tranquilles pour les avantages qu'on peut retirer individuellement ou collectivement ou étatiquement. Reçu? Bien, c'est parti. Maintenant, le portrait type du délinquant condamné. Qui est le délinquant condamné? Eh bien, malgré les imperfections de l'appareil d'enregistrement, on peut corréler les statistiques judiciaires avec certaines variables sociologiques. Le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, le lieu de résidence aussi, la classe sociale, la nationalité de ceux qui ont été condamnés. Ça, c'est un intérêt. Uniquement ceux qui sont condamnés. Là, c'est sûr qu'ils sont condamnés, on va pouvoir discuter ce fait. Les criminels et délinquants incarcérés sont à 90% des hommes.
Donc de mon point de vue, rien qu'en ayant dit ça, on a quelque chose de monstrueusement important à mettre en œuvre pour focaliser les moyens de prévention, traitement, répression et autres moyens adaptés aux hommes. C'est-à-dire que quand on dit que 90% sont incarcérés, ça veut dire que donc l'homme est un gros souci quelque part d'extériorisation de ses instincts, de manque de contrôle, de recherche de la toute-puissance, voilà, qui s'exprime par une forme ou autre de passage. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre? Si on était par exemple dans le développement personnel, on apprend à se contrôler ses émotions, on essaie effectivement d'être plutôt zen, on essaie de ne pas se mettre en colère, on essaie de se mettre dans un équilibre de vie ou une manière de vivre qui ne provoque pas les imperfections qui sont inhérentes, semble-t-il, à certains hommes. Oh, et donc, quelque part, il y a un vrai programme de sensibilisation, pour ne pas dire plus, pour mettre les conditions optimales à cela. Ok. Maintenant, je ne peux pas laisser dire non plus que l'homme violent le serait tout seul. Voilà. L'homme violent peut être provoqué. L'homme violent peut connaître des éléments extrêmement difficiles dans sa vie qui le fragilisent au point qu'il est désinhibé sur un certain nombre d'instincts et de frustrations qu'il a envie de décharger. L'homme, l'air de rien, est celui encore dans nos sociétés, même si c'est moins vrai en France peut-être, mais qui a sur lui, sur ses épaules, souvent la charge de sa famille. Et donc, il est en première ligne d'un poids, on pourrait dire, d'un poids de faire rentrer l'argent, sinon ça va se répercuter sur ses enfants, sur sa famille. C'est celui qui va aussi donc faire l'effort de travailler, ou parfois plus encore, pas pour gagner, là encore parfois beaucoup, pour satisfaire aux besoins de sa famille. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme peut être quand même aussi, à bien y regarder, sous pression. Voilà. Différentes pressions. Pression familiale, pression de sa femme, pression de ses enfants, pression du niveau de vie, pression culturelle, tradition, pression religieuse, pression de son employeur, pression sociale. Oui, on doit même raisonner, et c'est là aussi l'apport de la sociologie, de la psychosociologie, de remettre un homme dans son contexte. Certes, il est condamné dans 90% des cas, ok, c'est l'homme qui est donc le plus souvent en prison, mais pourquoi et comment, il faut vraiment aller regarder de plus près. Certains vous diront, alors c'est les féministes d'un côté, les masculinistes de l'autre, bah oui, c'est la femme qui provoque toujours. Voilà, la femme qui empoisonne sa vie, la femme qui le frustre, la femme qui met la barre trop, la femme qui ne le satisfait pas, la femme qui lui fait pression, la femme qui exige des choses, qui lui mène la vie dure à chaque fois parce que... Donc, vous voyez, et c'est là, si je présente les choses comme ça, vous comprenez que c'est tout aussi exagéré que le féminisme. Voilà, c'est-à-dire qu'on a sans doute des cas très féministes en vrai et très masculinistes en vrai. Les vrais machos d'un côté, les vraies chieuses de l'autre. Ça, c'est vrai. Mais, disons que le gros de la troupe, comme on l'a vu d'ailleurs dans le schéma ce matin, ce n'est ni super criminel, ni super parfait. C'est entre les deux. Et voilà, il faut simplement y remettre à sa place un certain nombre de personnes plus adaptées à cet égard. Ah, bonjour. Et donc, à cet égard, disons que il faut regarder plus près. Chaque cas est différent. Moi, je suis de plus en plus regardant sur la dynamique interpersonnelle parce qu'elle est réelle. Voilà. Par exemple, je donne 3 exemples pour vous dire que c'est loin d'être simple, la vie. Bon. Imaginons quelqu'un qui ait eu une mère particulièrement castratrice, je vais bien d'une femme castratrice, une femme dure, une femme autoritaire, une femme prégnante, poignante, qui l'a vraiment complètement matraqué mentalement pendant des années, au point qu'il ne soit pas réellement libre de faire des choses par lui-même, et un peu comme on serait radicalisé de manière terroriste, on a une forme de terrorisme maternel qui ne dit pas son nom.
Et je prends vraiment volontairement ce cas un peu extrême, sans parler d'autres. Dans ce cas-là, il n'est pas vraiment lui-même, il n'a pas vraiment son libre arbitre, il reste plus ou moins traumatisé par ça et conditionné par cette vision des choses. De deux choses l'une, soit il fait comme maman, soit il s'oppose complètement à maman. Il est toujours fixé par ça, s'il n'a pas fait l'œil de ça. S'il fait comme maman, qui est le responsable? Conditionné à être maman qui voulait qu'elle soit comme elle. Au point que son libre arbitre soit pour le moins altéré en tant qu'adulte. Il reproduit donc plus ou moins le schéma de sa mère, pour faire plus simple encore. Là, c'est quoi? C'est l'homme qu'on va retrouver en prison, il est vrai, dans les 90% visés, ou est-ce que c'est la mère mentale chez l'homme qui a commis l'acte de ses mains qui finalement est poursuivi et condamné? Voilà. C'est plus compliqué qu'il y paraît, même si on a l'habillage et le sexe évidemment celui qui est incarcéré. Deuxième exemple. Nous sommes dans un couple, la femme, de nouveau, est particulièrement exigeante, particulièrement oppressante. Elle est finalement, allez, je vais faire simple, matérialiste d'abord. Elle épuise son mari par toute une série de dépenses invraisemblables. Ça va? Elle met toujours la barre tellement haut de ce point de vue-là que le pauvre homme donc, est sacrifié devant l'autel de ses efforts et de son travail, duquel il ne vit plus vraiment un équilibre de vie. Il est peut-être également oppressé parce qu'il n'y a vraiment aucune reconnaissance de la part de cette femme, il n'y a aucun véritable soutien auprès de son mari à dire voilà, au moins tu as réussi ça, donc continue. Non, non, c'est sans cesse, fais-le, jusqu'à peut-être des éléments de beauté, des éléments de crème, de cheveux, de parfumerie, de tout ce que vous voulez pour la rendre esthétique, cette femme, parce qu'elle ne pense strictement qu'à elle, le plus souvent. Une égoïste de premier ordre. Mais parce qu'elle sait que son mari l'aime, elle va en profiter au maximum. Cet homme-là, au bout d'un moment, il est en quelque sorte pompé, vampirisé, vous voyez, il est complètement un peu comme un citron pardon, qu'on presse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus à l'intérieur. Bon. Jusqu'au jour où le citron pressé s'aperçoit qu'il a été pressé, sacrifié, manipulé, oppressé, au point qu'il en a perdu son jus, justement. Et là, il se peut que cet homme prenne sa femme par le cou, l'étrangle, et lui règle définitivement son compte pour qu'elle ne le presse plus. Et là, on dira, oh, c'est un homme qui est évidemment un grand criminel, un homme criminel de nouveau qui se retrouve derrière les barreaux. Je dis que dans ce cas précis, indifféremment des autres, évidemment, eh bien, il se peut que la femme ait un rôle particulier à jouer qu'on n'a peut-être pas mis suffisamment en exergue. En tout cas, les statistiques de l'homme en disant « Ah, qu'est-ce qu'il y a comme homme à 90% dans les prisons françaises ?» On s'arrête là, on se dit « L'homme est criminel. » Non. La criminologie vous amène à essayer de comprendre pourquoi et comment tout ça est arrivé. Voilà. Et puis, troisième et dernier exemple, c'est carrément l'homme battu ou l'homme qui découvre que son enfant est incesté par sa femme, une femme pédophile, carrément. Donc, qui masturbe son garçon, qui l'amène à faire des choses dans le bain, qui est une femme particulièrement perverse pour ça. Et l'homme l'apprend. Bon, je rappelle qu'à Fleury-Mérogis, c'est quand même plus de 20% de femmes, et parmi celles-ci, il y en a quand même plus de 37% qui sont pédophiles, qui ont été effectivement donc, condamnés pour ça. Donc c'est pas du tout un cas d'école, c'est quelque chose de réel. Et fort de cela, cette femme, donc pédophile, incestueuse ou comme ça,
eh bien, cacher les choses, jusqu'à ce qu'on arrive, donc l'apprenne. Là, il a plusieurs choix. Il peut l'étrangler, comme dans le deuxième cas de figure. Il peut prendre ses enfants pour les mettre à l'abri et puis il fuit. Ou alors il porte plainte. Mais là, il va avoir un gros souci. C'est justement la normalisation sociale, c'est-à-dire la capacité du système policier ou judiciaire à entendre la crédibilité de son témoignage. C'est-à-dire le nombre de procureurs, le nombre de magistrats, le nombre de policiers et de gendarmes qui vont croire et vraiment suivre le témoignage d'un homme qui dit « Ma femme viole mon petit garçon, masture mon petit garçon, pénètre par la muse mon petit garçon dans le bain, et je n'ai rien vu pendant 15 ans. » Je vous garantis que beaucoup de policiers et gendarmes auront du mal dans un premier temps. En tout cas, ils ont tendance, ils vont prendre la plainte sans aucun doute, mais ils vont dire là c'est bon, ok. Voilà, il y a une première étape en tout cas. Première étape. Et donc c'est partie des choses sur lesquelles voilà, on ne sait pas trop comment agir dans un premier temps si on est à la place du mari. Voilà, des éléments qui l'amènent aussi, lui aussi, comme la femme, par sa honte, sa culpabilité, les risques de représailles, le manque d'argent, le qu'en dira-t-on, etc., de signaler un viol que cette femme aurait subi. Tout le monde a ces facteurs dissuasifs. Eh bien cet homme, qu'est-ce qu'il peut faire, dites-moi, pour se retrouver en prison? L'étrangler. Effectivement, pas encore l'étrangler. Ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'étrangler. Moi j'ai connu un cas d'un homme qui, pour se venger de sa femme, qui lui a fait ça sur son enfant, a violé la petite fille, enfin la fille en fait, qui est devenue jeune adolescente, issue de la première relation sexuelle de la même femme. Alors c'est pervers, c'est pas bien de faire ça, hein, on est tous d'accord, c'est clair. Mais dans cette relation-là, la vengeance résulte de la certitude que cette femme a fait beaucoup de mal sur son propre enfant, au monsieur, et qu'il veut rendre la monnaie de sa pièce à l'enfant, le premier enfant en tout cas de cette femme. Il ne veut pas s'attaquer au bourreau, il veut s'attaquer donc à la progéniture du bourreau. De la même manière que le bourreau s'attaquait à la progéniture de son, voilà, de l'homme en question, qui n'a strictement rien à voir au départ. C'est une très mauvaise logique, évidemment. Mais, même dans ce cas de figure, il faut comprendre que la cause, le lien de causalité entre ce qui va arriver et ce qui l'amène à être en prison, eh bien, est issu d'un autre crime. Voilà, c'est ça. Il y a au moins le crime de monsieur qui va être amené à la justice, mais il aurait fallu que le crime de madame soit également porté à la justice et qu'elle soit traduite dans les tribunaux. Au moins ça. Et parce qu'il n'y croyait pas, et parce qu'il est rentré dans cette logique propre, voilà, il est allé faire ce qu'il a fait, qui est évidemment condamnable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, alors, 90% des hommes, jeunes, peu diplômés, les 2/3 n'ont pas dépassé l'école primaire. Donc là aussi, on cessera de dire que plus vous êtes éduqué, plus vous travaillez, plus vous étudiez, voilà, à niveau universitaire par exemple, eh bien, moins vous commettez d'actes criminels. Sagesse. Sagesse, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas... maturité, et puis surtout, vous voyez les choses différemment. Quand vous étudiez, vous prenez un petit peu d'auteur, au sens propre et figuré du terme. Voilà, vous révisez votre point de vue, vous essayez de comprendre. Évidemment que le crime a toujours des relents d'instinct, de comportement archaïque, de quelque chose qui remet un petit peu les pulsions au goût du jour, alors qu'évidemment, être plus civilisé, intellectuel, cérébral, étudiant, travailleur et aspirant effectivement à prendre de la hauteur par rapport à ses instincts, limitera la casse. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas, mais c'est peut-être souvent d'autres choses. C'est parfois des délits de col blanc, hein, peut-être des choses liées à des homicides préparés de longue date, liés à sa femme, parce que blabla.
mais ce n'est pas du tout le même genre. C'est pas du tout le même genre, et c'est pas non plus, en tout cas, dans le gros de la troupe de la délinquance française. Issus de milieux populaires français, donc 70% des détenus sont employés ou ouvriers, et de familles désunies vivant dans les villes. Voilà, c'est un fait. Ensuite, en résume, ceux qui sont en prison aujourd'hui, hein, donc c'était les chiffres de 2010 en l'occurrence, mais c'est, je répète, criminels et délinquants incarcérés sont à 90% des hommes, jeunes, peu diplômés, les 2 tiers n'ont pas dépassé l'école primaire, issus de milieux populaires français, 70% des détenus sont employés ou ouvriers, et de familles désunies et vivant dans les villes. Donc, il y a moins de problèmes de ce point de vue-là, en tout cas moins arrêtés, moins condamnés dans les campagnes. Il y a moins de problèmes si vous êtes unis en famille, ça, c'est presque la vérité de la palisse. Hein, unis au sens vrai du terme, hein, l'amour vrai, la paix. Désunis, c'est séparé, voilà, séparé, divorcé, et parfois même en guerre, hein, ouverte par des procédures en cours. Alors, des détenus employés ou ouvriers, donc ça veut dire que quelque part, soit ils peuvent être éventuellement frustrés par leur profession, parce que d'un faible ou d'un niveau inférieur, en tout cas par rapport à une classe moyenne ou une classe supérieure, dite supérieure bien sûr, soit parce que ils sont plutôt dans le technique, le manuel, des travaux donc effectivement d'ordre professionnel, formation continue, des choses comme ça, qui sont bien sûr très intéressantes, mais qui ne, disons, qui ne performent pas la transcendance des instincts. Voilà, c'est quelque chose qui en tout cas peut ne pas jouer à cet endroit. Bon, et puis milieu populaire, donc on pourrait aussi discuter hein, cette histoire de populaire, populisme, c'est toujours des termes un peu compliqués, mais bon, sociologiquement parlant, enfin plutôt économiquement parlant, je dirais plutôt ça comme ça, on a des catégories socio-professionnelles qui sont assez claires dès lors qu'on n'arrive pas à un certain niveau de revenus par an ou qu'on est plutôt donc à travailler dans des statuts professionnels avec des profils de poste qui relèvent bien du milieu ouvrier ou du milieu employé administratif de catégorie C, par exemple pour les fonctionnaires, des choses comme ça. C'est tout ça, on peut effectivement aussi bien le cadrer d'un strict point de vue juridique ou économique. Il n'empêche, évidemment, faut-il le rappeler qu'on peut avoir un ouvrier brillant, qu'on peut avoir un employé modèle, qu'on peut avoir un coiffeur humaniste de la première heure, qu'on peut avoir évidemment quelqu'un qui n'a aucun diplôme, mais qui est parfaitement sage et exemplaire. Et on peut même avoir un charpentier particulièrement exemplaire dans l'histoire de l'humanité et de la religion, hein, comme d'autres. Bon. Donc tout ça, c'est rappeler que il est un fait que, néanmoins, en sociologie criminelle, en sociologie des délinquances, des facteurs influencent le comportement criminel, mais qui ne le déterminent pas. Néanmoins, on est obligé de constater que l'influence existe bien parce que c'est quand même une tendance franche. Voilà. Si vous êtes une femme, vous serez sans doute moins inquiété ou condamné en France. Si vous êtes plus âgé, passé la cinquantaine on va dire, bah vous serez également moins inquiété, moins incarcéré. Si vous êtes diplômé, c'est la même chose. Si vous êtes des milieux cadres moyens ou classe moyenne ou cadre supérieur, c'est un. Si vous êtes de familles plutôt unies et vivant dans les campagnes, eh bien ça vous arrivera moins. C'est statistiquement avéré, en tout cas. Voilà. Mais la statistique n'explique pas tout. Elle fait bien sûr que de photographier à un moment donné, d'un point de vue sondage, etc., etc. Alors, les crimes et délits contre les personnes, 30,6% en 2009. Et ceux qui les ont commis, alors attends, je vais essayer de regarder donc niveau d'instruction, par exemple, je vais essayer de donner un total. Crimes et délits contre la personne, 30,6%, les vols, 37,9%, infractions économiques et financières, 5% seulement, et stupéfiants, sûreté publique, 26,5%. Donc ceux qui ont commis tout ça, moins de 18 ans, 8,7%. Bon, donc c'est pas aux jeunes, vous voyez, qu'on va reprocher de commettre les pires choses, quand même. Les moins de 18 ans. Bon, il est vrai que, du fait qu'ils sont jeunes, ils sont moins poursuivis. On leur laisse plus leur chance aussi, qu'ils peuvent être dans l'excuse de minorité, comme l'atténuation de responsabilité, comme les circonstances atténuantes, même si
réfléchir à l'appellation aujourd'hui, mais peu importe, c'est l'idée quand même que parce qu'ils sont jeunes, on est plus dans l'éducatif que le répressif, évidemment, et donc ils apparaissent moins quand même dans les condamnations pénales à proprement parler, il est vrai. Il n'empêche, ce n'est qu'entre ceux qui ont 25 et 39 ans qu'on a 36,3%. C'est donc le chiffre le plus élevé. Si on y ajoute les 18-25 ans, donc 29,9%, eh ben on a quand même plus de 63-64% donc, qui ont entre 18 et 39 ans. Donc c'est le gros de la troupe. Donc vous n'avez même pas passé la quarantaine que vous êtes les plus condamnés en France. Par contre, 40 ans et plus, ça ne concerne que 25%, donc un quart. Ça existe encore, mais c'est beaucoup plus faible. Contenu d'instruction, donc les illettrés 12,2, instruction primaire 68,2, secondaire ou supérieure 19,7. Donc on comprend bien que c'est ceux uniquement qui sont restés à l'instruction primaire, à plus de 70%, qui sont les plus attaqués ou les plus vulnérables d'un point de vue pénitentiaire. Sexe, homme 90, femme 9,4. Je vais y revenir. Nationalité française 82,4, étranger 17,6. Vous voyez, c'est le genre de chiffre aussi qui ne veut pas dire grand-chose quand on dit français d'un côté, étranger de l'autre, puisqu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont la nationalité française dont on sait qu'elles sont d'origine étrangère. Doit-on parler de naturalisation, doit-on parler de régularisation, doit-on parler de personnes qui ont un titre de séjour, doit-on parler de personnes qui ont, je ne sais pas moi, quand on dit étrangers, est-ce qu'on dit ceux qui ont uniquement des visas, ou est-ce que ce sont des personnes effectivement qui sont en asile? C'est quand même deux statuts très différents. Donc tout ça c'est à préciser. Mais moi je veux juste m'arrêter sur les femmes. 9,4% de femmes. Bon. Il est un fait que la femme, statistiquement parlant, est plus subtile que l'homme. Voilà, j'ai commencé par la subtilité de la femme. Ça veut dire que la subtilité de la femme, elle vient d'une idée très simple au départ. C'est l'homme est physique, l'homme a une force physique en moyenne plus importante que celle de la femme, j'ai bien dit en moyenne, et donc c'est la raison pour laquelle fondamentalement elle se fait tabasser, matraquer, taper, violenter, et que l'homme l'emportera. Combien de fois j'ai lu dans un PV donc, sur l'agression sexuelle, il était sur moi, je ne pouvais plus bouger. Bah oui, si sur vous, parce qu'il est plus lourd que vous ne pouvez pas effectivement vous défaire et vous détacher de ce personnage. Mais vous seriez plus fort, vous pourriez le repousser et le catapulter sur le mur d'en face. C'est pas le cas. Voilà. Donc malheureusement, c'est ainsi. Alors la femme, le sachant très bien, évaluant très bien la situation, elle agit par ruse, en coulisses, par l'affection, par la manipulation, par le mensonge, par le chantage affectif, par des stratégies psychologiques d'ordre général qui amèneront cette femme à obtenir le même résultat, mais par des moyens détournés, qui ne seront pas nécessairement aussi visibles, il est vrai, qu'une infraction avec un marteau, un fer à repasser, un revolver, un couteau, une corde, tout ce que vous voulez qu'utilise l'homme lorsqu'il est lancé, version homme préhistorique avec sa massue. Voilà, ça c'est sûr. Donc, ça ne veut pas dire, et on dit ça, que la femme n'est pas aussi nocive, a priori, en principe, dans l'histoire de l'humanité, que l'homme. Mais qu'elle est moins visible d'abord. Voilà. C'est-à-dire qu'elle manifeste moins des actes agressifs condamnables. Par contre, des femmes insultantes, mon Dieu, des femmes humiliantes, mon Dieu, des femmes particulièrement, je dirais, cruelles, même dans la manière d'aborder les choses, il y en a même un paquet. Mais, de là à commettre un homicide de ses propres mains, là, il y en a peu. De là à ce qu'il y ait une femme qui violente sexuellement quelqu'un, a fortiori un enfant, il y en a peu. De là à trouver donc des femmes qui seraient un cerveau terroriste, c'est-à-dire quelqu'un qui serait un chef d'une grande organisation criminelle de type crime organisé, association de malfaiteurs ou groupe terroriste, il y en a très peu aussi. Mais n'oubliez pas que la femme peut très bien, je le répète, être en coulisses. Voilà, ça ruse, psychologie, stratégie psychologique, de
tous ordres, et les coulisses. La femme, on la retrouve souvent en coulisses. Ne dira-t-on pas derrière un homme, un vrai, un tatoué, un grand homme, un homme politique, il y a souvent une femme, une brave. Ouais, ça je crois, oui. En tout cas, elle le porte, elle le soutient, elle va le conseiller, elle peut dire effectivement, voilà, j'y crois plus, mais elle sera toujours là si c'est une vraie, une bonne, une véritable. Alors oui, il y aura sans doute effectivement quelque chose de ce genre-là. Est-ce que ça joue totalement? Je ne sais pas. Est-ce que ça joue en partie? Sans aucun doute. Mais la vérité, c'est que la femme, on la retrouve par exemple dans la logistique, dans les organisations terroristes. On la retrouve recruteuse dans l'organisation terroriste. On la retrouve même en soutien et se marier à ceux qui ont été recrutés. Vous voyez, non mais oui, mais c'est là où on voit la stratégie. C'est-à-dire qu'on va quelque part, on va l'amener gentiment à... Mais pourquoi? Dans les espionnes aussi, il y en a qui couchent. Et dans le lit, on va se déverser à dire effectivement des secrets d'État parce qu'on a confiance en cette femme qui a su subtilement voilà, nourrir cette intimité ou cette complicité affective. Oui, c'est une menthe religieuse, une femme lancée. Une menthe religieuse. Et donc, il y a ce côté-là. C'est la raison pour laquelle la femme aussi utilise très peu d'armes de poing, c'est-à-dire d'armes extériorisant la force ou la puissance de feu. Donc l'arme à feu c'est rare, mais c'est surtout le couteau qui est rare. Le couteau, la matraque, le massue, je sais pas, la batte de baseball, tout ça c'est quand même rare. Bon, même si ça peut exister. Non, ce qu'il faut retenir c'est l'attaque éclair. Si d'aventure elle utilise une arme, il faut que ça aille vite. Un coup de couteau en plein cœur, je défonce la tête de mon mari alors qu'il est en train de dormir. Voilà, un coup ou deux, mais au moins il ne réagira pas, il ne résistera pas. Ou alors éventuellement je le saigne, c'est-à-dire égorger, de nouveau dans son sommeil. Et là il ne pourra plus me gueuler dessus, me frapper, me violenter, tout ce qu'on veut, c'est fini. Bon. Ou version infirmière, là où on voit effectivement les fameuses anges de la mort, c'est quand on trouve dans les hôpitaux et qui vont donc accélérer presque version euthanasie, si on ne les regardait pas de plus près. Hein, la mort de certains hommes dont elles se sont occupées un peu plus en tant qu'infirmières, dont elle a bien entendu fait signer à ces gens-là un petit héritage sympathique. Hein, j'étais une gentille infirmière, donc vous pouvez signer au bas de la page. Et une fois que c'est fait, eh ben, donc tiens, il y a un petit coup de hop là, dans la seringue, blablabla, il y a des crises cardiaques, ou alors un autre procédé plus subtil, vous voyez, en coulisses. Et donc l'empoisonnement. L'empoisonnement est typiquement féminin. Faites attention à ce que vous mangez. Attention à ce que vous buvez. Attention donc la bactérie qui rôde. Voilà. Parfois, elle maquille aussi parfois un suicide dans un accident de voiture ou parce qu'elle vous laisse inconscient dans votre voiture, elle a fermé le pot d'échappement, le monoxyde de carbone est en train d'infiltrer l'ensemble de l'habitacle, puis vous mourrez soi-disant suicidé. Bon, des choses comme ça. Et puis la femme, n'oublions pas, c'est la femme qui est la commanditaire pour qu'un complice, un exécutant fasse le sale boulot. Amant, évidemment, fait le sale boulot pour éliminer le mari gênant. Le fils, le neveu, le cousin, etc. Quelqu'un vis-à-vis de laquelle elle a une attache, en tout cas affective particulière. Et puis, la version, voilà, petite sœur, petit frère, quelqu'un, un membre de la famille en tout cas, qui devient l'allié de circonstances, si besoin, pour que les choses s'exécutent plus rapidement ou plus facilement. Ça, c'est la femme. Et donc, on en revient finalement à cette espèce de dissuasion. La statistique nous apprend ça aussi, c'est que si la femme n'est pas en prison, c'est qu'elle est plus intelligente que l'homme, en fait. En général, l'homme criminel. Là, si la femme n'est pas en prison, la femme criminelle n'est pas en prison, c'est qu'elle est plus intelligente, plus subtile, plus rusée, voilà, effectivement, plus subtile, moins visible que l'homme, c'est tout, que l'homme criminel, j'entends. Est-ce que, par exemple, la femme en général est plus intelligente que l'homme en général? Ça, faut voir. Mais, en criminalité, le criminel que je suis irait plutôt dans cette tendance. Voilà. Voilà.
on va dans le direct sur les derniers chiffres qui nous concernent, si vous voulez bien. On va voir le document qui s'appelle La criminalité en France de l'Observatoire national de délinquance. Il est 15h40, hein, c'est ça? Non, 16h40. Voilà, on finit vers 17h, 17h30, on a le temps de voir quelques éléments clés. Donc je vous ai envoyé ce document, vous l'avez eu? Il y a 700 pages, je sais pas. C'est ça. Voilà, la criminalité en France. Bien. Donc c'est le rapport officiel et exhaustif, qu'on ne va pas lire bien sûr en détail, je vous rassure, de la criminalité en France. Vous avez dans le dossier 1 la victimation lors des enquêtes, cadre de vie et sécurité de 2007 à 2013. Puis le dossier 2 donc, qui concerne les crimes et délits constatés, hein, qui va donc très très loin dans cela. Et enfin les réponses pénales apportées, troisième dossier, qui se termine finalement avec des fiches thématiques dans le dossier 4. Par exemple, les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers, les Français et les étrangers mis en cause, les mineurs et majeurs, les hommes et les femmes, les personnes mises en cause par la police nationale pour atteinte aux biens, aux atteintes volontaires à l'intégrité physique, etc., etc. Bon, donc là, on a quand même quelque chose d'extrêmement exhaustif que je voulais vous montrer, mais qu'on n'abordera pas de manière détaillée aujourd'hui. Par contre, vous allez voir le deuxième document, un autre, si vous voulez bien, qui s'appelle rapport d'enquête. Non, CVS ensuite est complet, celui-là on y reviendra avec plaisir. Non, c'est pas celui-là, c'est. Voilà, c'est le rapport d'activité. Parce que c'est 2017, c'est ça? Je regarde. C'est un résumé, donc effectivement, pour qu'on ait le temps d'aller aux essentiels aujourd'hui. Qui fait 46 pages en principe. Bon. Ah non, oui, c'est l'Observatoire de la récidive, donc c'est passionnant. De la désistance, c'est un rapport très intéressant, mais c'est pas super. Alors, rapport d'activité, où est-il? 18. C'est le rapport d'enquête. Oui, voilà, c'est le rapport d'enquête. On va commencer tout de suite. CVS 2017, analysé pour agir. 177 pages. Regardez. Alors, vous avez donc dans ce rapport les cambriolages et tentatives de cambriolage de résidence principale. Vous avez les vols sans effraction de résidence principale, les actes de vandalisme contre le logement, les vols et tentatives de vol de voiture. Sans oublier les vols et tentatives de vol de 2 roues motorisés, les vols et tentatives de vol de vélo, les vols et tentatives de vol d'objets dans ou sur la voiture, les actes de vandalisme contre la voiture. Vous voyez qu'on fait une grande différence quand même, les escroqueries bancaires, les vols et tentatives de vol avec violence physique ou menace, les vols et tentatives de vol sans violence ni menace, la violence physique en dehors du ménage. Les menaces en dehors du ménage, les injures en dehors du ménage, les violences sexuelles en dehors du ménage, les violences physiques ou sexuelles au sein du ménage, et enfin le sentiment d'insécurité au domicile dans le quartier ou au village. Alors ce qui est très intéressant dans ce rapport d'enquête, qui se distingue clairement de l'Observatoire national de la délinquance dans son acceptation et orientation habituelle, c'est qu'on est dans le cadre de vie et de sécurité. C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, qui, certes, en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance, produit ce rapport, mais l'objectif de l'enquête dit de victimation est de compter et de décrire les infractions dont sont les victimes, les ménages et les individus. Donc c'est une vraie tentative d'appréhender la délinquance en France par la victime, par les déclarations de la victime, ces fameuses enquêtes de victimation.
C'est ça qui est intéressant parce que finalement, le Centre national de la délinquance nous parle de ça assez fréquemment sans qu'on ait voilà, de réelles approches du fait des rapports de police, je n'y reviens. Alors, on y va. On va commencer, si vous voulez bien, les vols ne m'intéressent pas. Dans un premier temps, on va aller un petit peu sur les atteintes aux biens, parce qu'on a un petit peu parlé ce matin. On va commencer par, si vous voulez bien, les... qui est vraiment... Voilà, qui est là. Voilà, les violences physiques ou sexuelles au sein du ménage. Page 153. C'est parti. 153. 150. On y est? Oui. Parfait. Développons. Information auprès des personnes âgées de 18 à 75 ans. C'est quand même pas mal, 75 ans. Hein, sur les violences physiques ou sexuelles qu'elles ont pu subir au sein de leur ménage. C'est-à-dire commises par une ou plusieurs personnes vivant dans le même logement qu'elles au moment de l'enquête. Chaque année, les violences subies au sein du ménage concernent un effectif relativement faible d'enquêtés, en particulier les violences sexuelles, puisque peu en parlent. Afin néanmoins de présenter des résultats fiables, des échantillons de répondants des 5 dernières années disponibles, 2012-2016, des 5 années précédentes, 2007-2011, ont été rassemblés. Ainsi, on voit quand même une tendance générale, même si les personnes parlent peu. Et donc, la suite de ce chapitre présentera des résultats moyennés sur 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Victimes de violences physiques uniquement, 337 000. Victimes de violences physiques uniquement. Victimes de violences sexuelles, avec ou sans violence physique, 78 000. Y a-t-il une augmentation? Enfin, dans l'enquête de victimation, non, il y a une baisse. Puisqu'on voit bien que dans la période de 2012-2016, seulement 301 000 contre 337 000 ont été signalés, et 63 000 contre 78 000 également. Néanmoins, regardez bien, l'ensemble des victimes de violences au sein du ménage représente 415 000. 415 000. Et en pourcentage de la population, 18-75 ans, c'est seulement 1%. Part de femmes parmi les victimes, 70% contre 66 en 2012. Et part de victimes âgées de moins de 30 ans, 33 contre 29. Waouh! Ça veut dire que parmi les victimes de moins de 30 ans, il n'y en a que 33. Ça veut dire que quelque part, on peut s'attendre à une bonne répartition des âges et pas uniquement des personnes les moins âgées. Bien. Donc, moi, ce que je retiens tout de suite de ces chiffres, que c'est en pourcentage de la population des 18-65 ans, cela ne concernerait que 1%. C'est pas avec un chiffre pareil, un pourcentage pareil, qu'on va non seulement appréhender la réalité d'un phénomène de victimation à la française, mais très clairement, cela fausse grandement l'orientation de ces chiffres, puisque ce n'est absolument pas représentatif. Néanmoins, on va se baser dessus pour donner un premier éclairage, si vous voulez. Donc, « 0,8% des personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'une personne vivant avec elle au moment de l'enquête, au sein du ménage. » C'est à peu près 0,8%, 1%. Les femmes sont largement majoritaires parmi les victimes de violences au sein du ménage, plus de 2 victimes sur 3 en moyenne. Bon. Les jeunes de moins de 30 ans sont également surreprésentés, leur poids atteint 29% parmi les victimes de violences au sein du ménage, âgées de 18 à 75 ans, contre 20% dans l'ensemble des personnes âgées, etc. Alors, ces chiffres, dit-on tout de suite, et on a raison de le dire, sous-estiment le nombre réel de victimes, car les violences au sein du ménage restent encore aujourd'hui un sujet tabou, en particulier les violences sexuelles. Certaines personnes interrogées, reconnaîtront ceux qui ont fait l'enquête de victimation, peuvent hésiter, malgré le caractère anonyme de l'enquête, à décrire ces violences. Et chaque année, un nombre non négligeable d'enquêtés, représentatif d'environ 60 000 personnes en moyenne, commencent le questionnaire relatif aux violences subies au sein du ménage, mais ne répondent pas, ou seulement partiellement,
aux deux questions permettant de déterminer s'ils sont victimes ou non de ce type de violence. Donc, il y a l'idée de faire un premier pas, mais de ne pas l'assumer totalement pour des raisons à déterminer. Alors, regardez les petits camemberts qui suivent, on voit que 83% sont des violences physiques uniquement. Voilà ce qui me pose un sacré souci déjà avec les enquêtes. C'est quoi? C'est qu'on oublie quoi là-dedans? Il est mentionné les violences physiques, ils sont mentionnés les violences sexuelles. Qu'est-ce qu'on a oublié là-dedans? Les violences morales, psychologiques, verbales. Et même parfois non verbales. Comme par exemple soumettre quelqu'un, ne lui dire rien, mais tu restes agenouillé pendant 2 heures. C'est une violence non verbale. Bon, donc tout ça, le verbal, le non-verbal, le psychologique, le moral, appelé ainsi, finalement, n'est pas du tout représenté dans ces chiffres. On ne parle que de la violence physique. C'est un manque incontestable. Donc, il est dit que c'est à 83% des violences physiques et que dans 70% des cas, il y a eu au moins 2 incidents. Donc, il y a répétition et récidive. Des incidents en plus. Voilà. Donc, on peut dire quand même que ces histoires de violences physiques au sein d'un ménage, c'est quelque chose, lorsqu'elles arrivent, qui sont assez récurrentes, quand même, qui sont assez stables, qui sont assez prégnantes de ce point de vue-là. Au sein du ménage, les violences physiques sont les plus fréquemment déclarées. En moyenne, entre 2012 et 2016, c'est 83% qui rapportent avoir subi exclusivement des violences physiques. 6% sexuelles, 12% physiques et sexuelles. Près de 3 victimes sur 10 déclarent avoir subi un seul et unique incident. Et au cours des 24 mois précédents, l'enquête pour les autres, c'est 70% que ce n'est pas un acte isolé. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Fréquence subie des violences subies au sein du ménage, on est en page 156. On est ici dans la fréquence des violences physiques. C'est-à-dire que moins d'une fois par mois. Moins d'une fois par mois. En fait, c'est une fois par mois. Moins d'une fois par mois, c'est un peu absurde quand même. Donc c'est quand même 42%. Oui, moins d'une fois par mois, c'est une fois par mois, ou plus d'une fois par mois, mais c'est pas moins d'une fois par mois, ça n'a pas de sens. Et donc 24% pour moins et 17% pour plus sur les 42%, qui constituent quand même le gros de l'histoire. Donc on voit bien que ça se répète globalement, souvent, en un mois. Quant aux violences sexuelles, eh bien on voit que c'est beaucoup plus fréquent. Une fois par mois ou plus d'une fois par mois, donc c'est en gros 29% dans les deux cas, et si on totalise, ça fait quand même 58% au lieu de 42%. Et donc, quelque part, les violences sexuelles, même si elles sont moins déclarées, sont plus fréquentes que les violences physiques à proprement parler. Ce qui paraît logique, pourquoi? Pourquoi c'est logique? Peut-être parce que l'envie sexuelle est plus plaisante et plus répétitive qu'un simple tarte à la crème sur le visage de quelqu'un. Oui, bon. Je le dis trivialement, mais c'est vrai quelque part. Bon. On continue. L'auteur des violences au sein du ménage. On est en page 157. Dans les auteurs donc, de violences physiques, eh bien c'est le conjoint à 59%. Bon, vu que c'est à plus de 70% des femmes, c'est forcément l'homme, le compagnon, ou éventuellement la femme paxée, ou concubin, ou concubine, mais bon. Ok, et l'auteur donc, des violences sexuelles, c'est aussi 61% donc le conjoint. Mais vous voyez quand même qu'il y a, et c'est très intéressant ici, une forme de diversité, de variation donc, des auteurs. Il y a quand même 9 à 13% de parents ou de conjoints d'un parent. Donc si vous vivez avec votre oncle, votre grand-père, votre beau-frère, tout ça, ça joue. Il y a quand même entre 7 et 16%, bon, surtout 16% en matière de violence sexuelle, d'autres personnes vivant dans le logement. Donc ça peut être un ami de passage, quelqu'un qui est, je sais pas, un collègue de travail, ça peut être
Donc des gens qui, ne faites pas rentrer tout le monde dans votre maison quand même. C'est pas là, c'est pas un refuge d'asile votre maison. C'est pas une maison. Bon. Ensuite, entre 7 et 9%, autres membres de la famille. Bon, donc autres membres de la famille, quand on n'a pas dit que c'était des proches, ça pouvait être qui? Cousin, cousine, neveu, nièce, demi-sœur, demi-frère. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir oublié? Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, c'est encore un peu d'activité là. Bon, oui. Alors. Et puis, alors, très peu, mais quand même, entre 2 et 7%, c'est sans doute ce qui est plus difficile à déclarer, à signaler, il est vrai aussi, c'est les enfants. Ou conjoint d'un enfant. Hein, mais évidemment que l'enfant. Parce que l'enfant, n'oublions pas que si on a quelqu'un qui a entre 16 et 18 ans, par exemple, bah, il peut tout à fait être éduqué comme le père ou le référent paternel à agir comme lui, à l'école du crime, mais il peut aussi être un petit peu pervers, un petit peu délinquant, etc. Et puis ça devient quelques incestes entre frères et sœurs, hein, ça c'est tout à fait jouable aussi. Bien. Alors, les répercussions psychologiques des violences dans le ménage, ça c'est très intéressant aussi. Comment qualifieriez-vous les dommages psychologiques causés par ces incidents? On est en page 157 toujours. Alors, dans les critères, il y a marqué très, on ne sait pas trop d'ailleurs ici, là. Comment qualifieriez-vous les dommages psychologiques causés par ces incidents? Bon, très important, j'imagine. Hein, voilà. Très, plutôt important, peu important, pas important, ne sait pas ou refuse de répondre. Donc, vous voyez que quelque part, c'est là où c'est intéressant, c'est que ceux qui déclarent, ils n'ont pas beaucoup de réticence à parler de leur ressenti ou retentissement psychologique. À partir du moment où on s'est dit, allons-y gaiement, oui, j'en ai beaucoup souffert. Oui, j'en ai pas beaucoup souffert. Non, ça embarrasse fortement, etc. Et donc, on découvre quand même que 43% estiment que, à l'occasion d'un incident unique, en tout cas, c'est pas vraiment important. Donc, vous pouvez taper une fois, ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Ça, c'est la logique du pervers. Évidemment, la logique du juriste, l'avocat, dit ce n'est pas parce que vous considérez, que vous ressentez que ce n'est pas important, que moi, je n'ai pas du travail pour vous. C'est-à-dire, je veux vous accompagner en justice pour que vous portiez plainte et on va faire en sorte que tout se passe bien. Vous allez voir. Moyennant 1 000 € par mois sur 3 ans. Et à la suite de quoi, il y a quand même du 29% pour des victimes d'au moins 2 incidents qui considèrent que c'est très important comme retentissement. Donc dès que ça se répète au moins 2 fois, eh ben, disons qu'il y a quand même un bon tiers, qui... alors, si on rajoute le très important et plutôt important à 33%, bon, on a plus de 62% quand même qui considèrent que c'est important. Donc là, mesdames, messieurs, ne tapez pas plusieurs fois. Vous devez taper juste une fois, parce que si c'est plusieurs fois, là, le traumatisme, il est grave, ou ressenti comme grave chez les victimes interrogées. Et là, ça ne veut pas dire que la personne a signalé, porté plainte, mais en tout cas, ça l'a impacté. Et on a du pas important dans 23%. Pour quelqu'un qui aurait été victime d'incidents uniques et d'au moins 2 incidents. 23%. Donc on est logiquement dans le 1/4 environ. Et entre 15 et 23, je t'ai dit ensemble. D'accord? Voilà, 3e. Et donc, on peut considérer quand même que la personne restera traumatisée plus ou moins, dès lors qu'il y a au moins 2 incidents, dans 3/4 des cas. Voilà, ça c'est important. Et ce qui est encore plus terrible de dire, c'est qu'une voiture qui est cassée, qu'on vous a volée, qui est effectivement cabossée ou accidentée, et que vous signalez dans plus de 90% des cas pour être remboursée, etc., elle n'a pas été traumatisée.
En aucune manière, votre voiture n'a été traumatisée. Et pourtant, dans plus de 90% des cas, vous voulez être remboursé de cette voiture volée. Mais une personne qui, dans les 3 quarts des cas, est traumatisée, aura le plus grand mal à se faire connaître pour obtenir réparation. Ça vous montre le chemin à parcourir de l'accès au droit, enfin la création peut-être même du droit, et ensuite à l'accès au droit, à réparation financière matérielle, ne serait-ce que sur ce plan comparatif que je viens d'évoquer. Là, c'est une approche sociale, évidemment, une approche institutionnelle qu'il faut mettre en place. Maintenant, regardez bien, ces incidents ont-ils entraîné des conséquences, des perturbations dans votre vie quotidienne, et notamment dans vos études ou votre travail? 76% lorsque on parle d'un incident unique, c'est non. Pas de problème, c'est arrivé une fois, la vie continue, la vie est belle. Mais si c'est au moins 2 incidents, alors là c'est très partagé. Hein, c'est 51%, on va dire, oui, ça a des conséquences, et ensemble quand même 43%, donc c'est pas rien. Donc quasiment un cas sur 2 va répondre, ça pose un problème dans la vie quotidienne, des perturbations, et notamment dans les études et dans le travail. Donc ça c'est intéressant aussi en termes de préjudice. C'est pas uniquement un ressenti ou un traumatisme psychologique, ça a des répercussions sociales dans mon travail, dans mes études, dans ma vie courante au quotidien. Ça va se manifester par des comportements, et des inadaptations, et des stress, et des angoisses, et des manques de socialisation, des refermements peut-être, des inhibitions sociales sur cette personne, etc., etc. C'est pas rien. C'est pas rien. On passe aux démarches entreprises par les victimes de violences au sein du ménage en page 158. Et on va en gros finir par là, si vous voulez bien, sans parler des déclarations à la police et gendarmerie. À la suite de l'incident ou des incidents, la victime a au moins une fois été vue par un médecin. 19%. 19% seulement. La victime ne veut pas constater ces violences. C'est rare. Consulter un psychiatre, un psychologue, seulement 18%. Donc la personne reste le plus souvent avec son problème toute seule. A vu la police ou la gendarmerie, c'est encore pire, 17%. Ah, la police, elle inspire confiance. Mais la question, c'est pourquoi? Oui. Il n'en reste pas moins que. Oui. Oui. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Je vous en prie. Je suis venu pour régler les... Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez juste patienter dans le patio et je viendrai vous voir bientôt. On a bientôt fini. Merci bien. Parler de sa situation avec les services sociaux, 12%. Là aussi, c'est quand même terrible. S'il y a une chose qu'on peut faire facilement, sans qu'il y ait de conséquences juridiques, mais pourquoi pas des aides ou des soutiens divers et variés d'un point de vue social, c'est l'assistance sociale. 12%, c'est quand même très étonnant. Et rencontrer des membres d'une association des deux victimes, 6%, on gagne du boulot là. Alors que c'est quand même la première à laquelle on s'adresserait, peut-être parce qu'elle est mal connue, peut-être parce qu'on ne connaît pas bien sa portée, ou alors on dit que ça ne sert à rien, ou alors c'est déjà des associations qui sont agréées, habilitées par la justice ou la police, ou quand on le rendez-vous est dans les commissariats de police, peut-être que ça dissuade. À voir. Appeler un service téléphonique gratuit des deux victimes, 5%. Parfois, on vous fait tout un rundown en disant que vous avez un numéro vert, que vous pouvez appeler pour vous aider et contribuer à dénoncer, vous accompagner dans vos démarches, 5%. Pourtant, je sais s'il y a des appels. Mais vous vous rendez compte que c'est finalement presque une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux 95% non signalés ouvertement. La proportion de victimes ayant effectué au moins une démarche, parmi les 6 listés dans la figure de gauche, donc proportion de victimes ayant effectué au moins une démarche, c'est 1 cas sur 2 pour les personnes qui ont subi au moins 2 incidents. Mais si vous avez été victime d'une seule fois, 18% seulement. Je vous dis, c'est... Voilà, une fois, on tolère. 2, 3, 4, 5 fois, attention. Là, ça commence à devenir sérieux. Enfin,
et je finis par là, si vous voulez bien, la déclaration de la police et de la gendarmerie, ça en dit long, c'est-à-dire qu'une victime d'un incident unique, eh bien, 91% ne se sont pas déplacés à la police ou à la gendarmerie. Ce qu'on ne sait pas, c'est la gravité de l'acte subi. Là, ça varie bien sûr, on peut comprendre qu'on n'y va pas. Par contre, là où on comprend beaucoup moins, c'est victime de 2 incidents ou plus, 80% ne se déplacent pas. C'est énorme, c'est 8 cas sur 10. Et ensemble, c'est plus de 8 cas sur 10. Voilà. Et là, on a un gros souci. Vous voyez, c'est là où je dis, le criminologue dit, le sociologue du jour dit, ou le socio-criminologue dit, qu'est-ce que ce jour nous a appris? Il nous a appris, premièrement, que il y a la loi, d'un côté, une logique juridique, mais désormais, au surplus de la logique psychologique et du ressenti de la victime notamment, il y a une logique sociologique, c'est-à-dire ce qui influence, voire même conditionne, radicalise parfois, devient sectaire, le comportement, la personnalité, la volonté, l'état psychologique d'une victime. Fort de cela, on doit étudier, deuxièmement, les relations qui existent entre une victime et un agresseur, une victime avec d'autres victimes, une victime avec une famille, une victime avec voilà, l'ensemble de l'environnement qui fragilise, facilite ou aggrave même le passage à l'acte en criminologie, en agressologie. Et là, on s'aperçoit que dans l'enquête de victimation, troisièmement, eh bien, les services de police, y compris d'ailleurs dans les statistiques en général, sont les moins fiables, les moins sollicités. C'est-à-dire que les services de sécurité qui sont censés nous protéger, qui sont censés donc nous accompagner dans les procédures, qui sont censés donc apporter un minimum to protect and to serve, hein, diraient les Américains auprès des victimes, eh bien leur rôle est grandement, mais pas totalement, du sol, vraiment manqué ou insuffisant, pour être plus juste. Et donc, c'est le rapport vraiment entre la population et ses services de police. C'est le ressenti qu'a une personne humaine ayant été victime en les forces de l'ordre pour l'accompagner. C'est aussi la logique, hein, c'est la compréhension, mais là c'est vraiment la psychologie de la victime qu'il va falloir approfondir, qu'on va bientôt approfondir en stage, qui est celle de quelqu'un qui peut voir un policier comme quelqu'un qui va juger sa victimation. On rentre Pourquoi rentre-t-on dans un commissariat de police? On a peur d'abord des policiers, on a souvent peur des policiers. Il faut quelqu'un de plus neutre. Il faut un lieu plus neutre. Il faut donc quelque chose qui n'impliquera pas nécessairement une plainte. Il faut quelque chose qui ne préjuge pas ou ne juge pas de ce qui s'est passé. Il faut quelque chose ou quelqu'un qui soit plus dans la compréhension que dans, je vais dire, l'analyse intrusive et psychanalytique de cette personne. Il faut quelque chose qui soit humain et pas juridique, moins juridique en tout cas. Il faut quelque chose qui soit plus un accompagnement, un conseil, une aide, que une machine qui se met en branle, dont on ne saura peut-être pas d'ailleurs comment on pourra en sortir, parce qu'elle est souvent, cette machine judiciaire, une fois lancée, inarrêtable, coûteuse, compliquée, pédagogiquement inaccessible. Il y a beaucoup de choses qui, effectivement, freinent en tout cas l'initiative du citoyen et de la victime, a fortiori, dans les services de police et de justice. Mais là, enfin, comment comprendre que 81%, dans une enquête de victimation, c'est que c'est même pas d'ailleurs une enquête de police, ne recourt aucunement aux services de police et de gendarmerie, ni ne dépose plainte, 8 cas sur 10, pour des violences répétées au sein du ménage. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer qu'au sein du ménage, on a quand même, quelque part, une plus grande récurrence du fait que c'est à vase clos, avec des personnes connues, des éléments peut-être qui seront plus faciles à cacher à l'insu des autres, des choses comme ça. Et même là où la récurrence semble plus importante, eh bien non, on ne recourra pas ou peu au service de police. Je rappelle dans les chiffres d'aujourd'hui, c'est quand même très éloquent, que 9% des victimes d'agressions sexuelles, non pardon, non, 9%
des personnes qui ont été poursuivies en justice pour agression sexuelle sont condamnées. Et seulement 5% de ces 9% seront quoi? Ouais, peut-être qu'en fait, ils sont poursuivis, sont condamnés, mais après, voilà, il y a des appels, des machins. En fait, il n'y en a que 5% à l'arrivée. Il n'y en a même pas 9%, il y en a 5%. D'accord? 9% de personnes qui signalent en réalité et 5% qui sont réellement condamnés pour être plus exact. Est-ce que c'est 5% donc, des 9%? C'est 5% des 9%. Absolument. Voilà. Et donc, c'est infinitésimal. C'est quelque chose qui n'est même pas entendable dans un système judiciaire français. Il faut dire que là, il y a une abysse. On se dit, mais comment on peut faire finalement pour aller chercher ces gens-là? Bon. Il est vrai, néanmoins, que la justice n'est pas toujours la meilleure solution dans ce type de cas. On peut réfléchir à des alternatives, des thérapies, des médiations, des éléments en tout cas qui peuvent, dans certains cas de figure, se substituer positivement, favorablement à une justice pure et dure, pénale, qui va mettre quelqu'un en prison, des choses comme ça. Mais enfin, dans des agressions sexuelles, des pédophilies, des incestes, des éléments d'actes de torture et de barbarie où le pari violent massacre sa femme, lorsqu'on est effectivement dans le cas aussi, comme on l'a vu récemment, de gens du voyage qui vont violer un enfant, 2 enfants, la femme, même alors qu'elle est inconsciente, viole analement cette personne, etc. Lorsqu'on est dans des cas aussi aujourd'hui, dans le ménage, ça peut être aussi des personnes maltraitées pour des raisons de travail, c'est-à-dire la traite des êtres humains, l'esclavage moderne. Ça peut être des éléments donc je dirais de proxénétisme ou de prostitution infantile ou d'incitation en tout cas à la prostitution pornographique qui intéresse. Parmi d'autres, tous ces cas-là ne nécessitent pas de médiation. Ils nécessitent une condamnation, un arrêt ferme et définitif de ces cas-là dans la gravité juridique, sociale, psychologique, traumatisante, sociologique, empirique, tout ce que vous voulez est avéré, évidemment. On a même pu être distingué dans ces cas-là. Voilà, donc il y a un vrai effort, c'est ce que nous disent les statistiques pour finir, c'est le regard du criminologue ou du socio-criminologue, il y a un véritable effort, qui n'est pas nouveau, mais on est en 2000, pour les chiffres, voilà, de 2017, on va quand même dans des cadres, une étude qui va du cadre de vie de sécurité de 2013 à 2017. Donc on est quand même là, aujourd'hui. Ça va? Oui. Voilà. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, donc vous pouvez bien sûr revoir ça sur YouTube. On va fermer, c'est juste derrière, donc il faut appuyer sur un petit bouton rouge, juste derrière, voilà. Ici, là, voilà, c'est ce bord-là, il y a un petit bouton. Bon, j'arrive.